Nous vous retrouvons, chers invités, pour la suite et la fin du débat. Nous allons parler du Togo examen périodique universel de 124 recommandations pour l'OME, mais bien avant, Firmin Teko Agbo faisait une démonstration sur ce qui se passe actuellement entre le Mali et la France, enquête surtout sur l'attribution du marché des passeports au fils de Jean-Yves Le Drian. Il s'appelle Thomas Le Drian. Voilà, je concluais juste au fait en disant que ce qui nous amène à tout ce que nous vivons aujourd'hui, à cette multiplicité de coups d'État en Afrique de l'Ouest, c'est l'attitude de la France vis-à-vis du coup d'État qui a été perpétré au Tchad. C'est-à-dire au lendemain du décès du maréchal Déby, c'est son fils qui a pris le pouvoir, son fils qui lui a cédé. Emmanuel Macron était là pour l'introniser. Donc ça a inspiré bon nombre. Et quand la France aujourd'hui, qui n'arrive toujours pas à parler de coup d'État au Tchad et qui parle aujourd'hui de coup d'État au Mali en parlant de vous êtes un fils de coup d'État, on ne peut même pas appeler ça un gouvernement. C'est deux situations différentes. Non, c'est des situations différentes, mais du moment où, c'est-à-dire la situation, non, il est mort au front, mais c'est une situation de coup d'État. C'est un coup d'État. Il est mort au front, il devait être succédé par le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale aussi qui dit qu'il est malade. Nous sommes en politique. Alors, il y a le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il y avait des institutions, donc la situation pouvait être organisée de façon démocratique. Donc, ce qui s'est passé là, donc c'est un coup d'État. La France devrait le dénoncer. Au contraire, donc elle a intronisé le jeune Déby. Et c'est ça qui frustre. Il y a une condamnation à géométrie variable. Oui, exactement. Et puis la France, c'est comme la France suit tellement ses intérêts que bon, c'est-à-dire elle adopte cette attitude ici A et puis de l'autre côté attitude B. Mais quoi qu'on puisse dire, c'est l'Est et l'Ouest savent là où ils se rencontrent souvent. Et là où ils se rencontrent, les Africains ne sont toujours pas là. Donc c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe toujours, c'est ce qui s'est passé avec la guerre de Libye, c'est ce qui s'est passé avec la conférence de Berlin au 19e siècle. Et je pense que la France et la Russie savent là où elles vont se rencontrer. Donc les Maliens n'y seront pas. Et ce sont les Maliens qui vont perdre. Quelque chose qui va se passer, la France prendra le dessus avec le temps. Oui, je pense que... Face à la mobilisation, la France va prendre le dessus, selon vous? Non, la France, après, c'est une puissance. La France a une puissance. Maintenant, c'est le réveil des Africains aujourd'hui. Le réveil, je pense que ça va prendre du temps. Et 60 ans après l'indépendance, où en sommes-nous aujourd'hui? Maintenant, si on doit parler également de réveil tel que nous l'observons dans certains nombre de pays, encore 60 ans, on en serait où? Mais quoi qu'on dise, n'en vaut pas les moins. Et quelquefois, ce sont encore même les Africains qui sabotent la lutte. Oui, de toutes les façons, il y a des traites parmi nous. Il faut avoir le courage également de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'assassinat de Sylvanus Olympio? Qu'est-ce qui s'est passé dans Thomas Sankara, Lumumba, ainsi de suite, j'en passe. Donc, c'est pour dire qu'au-delà de tout ce que nous observons, nous analysons au quotidien, il y a quand même toujours des traites. Et lorsque l'Occident prend position par rapport à ce que nous avons comme des ressources, en fait, c'est sur la base de ces ressources-là qu'il y a combat aujourd'hui. Si nous n'avons rien, je ne pense pas qu'il faille encore chercher qui que ce soit, où les militaires vont aller chercher des armes pour aller ramasser qui que ce soit. C'est parce qu'il y a des intérêts, les intérêts tellement énormes. Il y a les puissances qui se bousculent ici en Afrique, il y a la Chine qui est là, il y a la Russie qui est là, on parle il y a la Turquie voilà, qui cherche à avoir ces relations avec l'Afrique et qui cherche à vendre également ses armes avec l'Afrique, donc également dans le Togo. Et il y a autant il y a autant d'éléments sur lesquels maintenant il faut s'offrir, il faut analyser. Maintenant, l'opinion est là. L'opinion, à un moment donné, 60 ans après, s'est rendu compte. Bon, bien que cette opinion n'a pas l'habitude de lire, mais il y a quand même certains qui arrivent à lire et qui comprennent beaucoup de choses. Ils ont appris l'histoire. Mais est-ce qu'on va rester encore dans ce calcan-là pour évoluer jusqu'à quand? C'est autant de la problématique qui alimente le débat aujourd'hui. Maintenant, sur l'autre volet, peut-être sur lequel j'aimerais terminer, est qu'on cherche à toujours créer la jurisprudence. Tout à l'heure, lorsque vous faites allusion de la position qu'a adoptée la France au lendemain de l'assassinat de Isno Debris, le maréchal, et la France ne peut en aucun cas soutenir ce qui s'est passé dans ce pays. Parce qu'il y a un texte constitutionnel qui est là, qui parle de la vacance du pouvoir, et la France, en acceptant la mise, c'est pas en place de son fils dans le fauteuil présidentiel, a créé déjà ce qu'on appelle la jurisprudence. On parle de la France, Justin Anani. La France. Il y avait l'Union africaine, il y avait son président, l'actuel président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi. Les Africains n'ont rien dit. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que ce qui s'est passé dans les dernières périodes, beaucoup estiment qu'il y a une main noire derrière.
qu'il y a une manipulation derrière. Également, la prise de décision de ce chef d'État de la CEDEAO, beaucoup ont estimé que la décision de la CEDEAO est manipulée. Mais lorsque ça rentre dans l'opinion, je pense que l'opinion, c'est la masse. Et les chefs d'État constituent une minorité. Et quand vous analysez, voilà, on a dit, lorsque un chef de l'État décède, c'est le président de l'Assemblée qui prend le pouvoir. Le chef de l'État est décédé, il est assassiné ou non, il a pris de Nivakil ou non, je ne sais pas comment, le constat est qu'il est décédé. Mais pourquoi maintenant accepter que son fils prenne le pouvoir parce qu'il est le plus regardé ou parce qu'il est le plus puissant dans l'armée? Là, c'est une jurisprudence que vous avez créée. Et c'est dans le même sillage, dans la même logique, que d'autres ont pris le pouvoir pour aller renverser un chef d'État qui est légalement installé au pouvoir. Vous allez dire quoi? Vous allez condamner ça? C'est ça autant d'éléments sur lesquels maintenant il faut analyser. Donc, je le dis, je répète, la France doit revoir sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Aujourd'hui, on nous annonce qu'il n'y a plus la France-Afrique. Mais il y a des... Enfin, je ne sais pas, il y a... Elle est allée où? Elle est allée où? Je ne sais pas. Mais tout ce qu'on observe aujourd'hui sort même de l'ordinaire, qu'on peut plus parler également de la France-Afrique. Donc, je vous dis tout simplement qu'on doit respecter les tests qu'on s'est donnés. Si on n'arrive pas à les respecter, et je reviens également au niveau de la CEDEAO pour dire que le protocole de la CEDEAO est là. Le protocole, en fait, c'est un test additionnel qui s'est ajouté à la charte qui a mis en place la création de la CEDEAO. Est-ce que quand vous prenez les dispositions au niveau de la CEDEAO, est-ce que c'est respecté? Est-ce qu'il est contenu dans la CEDEAO qu'un pays, l'Irlande, soit quand même sanctionné et que avec la fermeture des frontières, est-ce qu'il est contenu dans ce test-là? Je ne pense pas. Vous prenez les documents relatifs au fonctionnement, également au niveau de l'UEMOA, est-ce que c'est contenu? Mais maintenant, c'est autant d'éléments quand vous analysez, vous allez poser des questions pour dire, au-delà de sanctionner ceux-là qui ont pris le pouvoir par les armes, mais il y a un peuple qui est là, qui est en attente, qui souffre, qui est en difficulté et qui massacre tous les jours. Avec tout ce que nous avons, que les histoires, conflits intercommunautaires, les Dogons et autres là qui se massacrent les peuples. Autant d'éléments, je pense qu'on doit approfondir la réflexion et trouver des solutions idoines que d'aller se retrouver dans une salle, prendre des décisions comme tout un peuple. Sur ce sujet, Eric Johnson, je pense qu'il faut quand même que la junte au pouvoir au Mali soit quand même un peu méthodique. Parce que, vous savez, vous êtes en face d'une puissance internationale, hein, une puissance sur tous les plans par rapport à vous, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, aller exercer quoi que ce soit sur le territoire français. Par contre, la France peut venir exercer, faire tout ce qu'elle veut chez vous. La preuve, Jean-Yves Le Drian l'a dit, rien ne peut nous dégager du Mali parce que nous luttons tous ensemble contre le terrorisme. Donc vous pensez par cette déclaration que pour la France, le Mali, les pays africains, eux tous ont une suite du territoire français. Mais attends, il y a quand même les accords qui lient ces États-là. C'est sur la base de ces accords-là qu'ils parlent comme ça. C'est là où le Mali demande maintenant de revoir ces accords-là. Ces accords. Et ça doit créer, forcément, vous savez, même si vous voulez mettre fin à un mariage, il faut de la méthode. Ouais. C'est tout ce que je demande à cette junte-là, parce que elle n'est pas sur la bonne piste en cherchant à faire du populisme, soi-disant que nous voulons sortir la France de tous les accords qui nous lient, etc., oubliant que derrière toujours, il y a des négociations qui se passent. Quand on a interrogé même les forces allemandes, belges, tout ça, qui sont sur le terrain avec les forces françaises, toutes ces forces vous disent que sur le terrain, il y a une bonne coopération entre les forces maliennes et la force française et les autres. Donc, c'est vous dire que ce qui se passe, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui se passe derrière. Et donc, il faut arrêter ça parce que quand vous dites à votre population que nous allons rompre des contrats avec la France et que demain, pour rendre compte, vous venez dire non, au fait, c'est-à-dire que vous n'aurez plus de raison vis-à-vis de votre population. C'est pour ça, je dis, une manière de prendre le pouvoir, c'est d'aller aux élections. Il faut sortir de votre cadre militaire et redevenir civil pour participer à une élection et la gagner. Allez, on va quitter Bamako donc pour le
le pays d'Eric Johnson. Ah oui, mon pays. C'est la ville où vient Lomé. J'allais parler du Togo, le pays d'Eric Johnson. Oui. Alors, au total, 224 recommandations ont été formulées à l'endroit des autorités togolaises suite à l'adoption du rapport du groupe de travail sur l'examen périodique universel du Togo vendredi dernier par la Troïka composée des Émirats arabes unis, de l'Érythrée et de l'Ukraine. Ces recommandations qui portent entre autres sur les droits de la femme, des enfants, l'équité genre, des travailleurs domestiques, les procédures judiciaires ou encore la corruption seront examinées par le pays qui, en début du mois d'avril, devra se prononcer. Alors, Firmin Tcheko Agbo, en français facile, qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, ce qu'on peut retenir, c'est que quand on parle de violation des droits de l'homme, le Togo n'est pas le seul à avoir des recommandations ou à revenir, à rentrer avec des recommandations. Et c'est-à-dire quand on voit même la France, les États-Unis, et quand on voit les décisions que prennent souvent les Nations Unies vis-à-vis de la France en ce qui concerne la violation des droits de l'homme, vous allez vous demander si c'est la France, ce pays démocratique-là, qui arrive à violer les droits de l'homme. Donc la violation des droits de l'homme, ça existe de partout. La deuxième chose, c'est par rapport au comptage. Au fait, quand on parle de 224, au fait, ce n'est pas 1, 2, 3 jusqu'à 224 recommandations. C'est-à-dire, c'est une manière très simple. On dit par exemple, quand on parle peut-être violation d'un droit, et si peut-être il y a 60 pays qui se retrouvent dans cette violation-là, donc on le met 60. Et tous les pays prennent ça. Donc ça veut dire 60. Donc on va commencer avec peut-être violation peut-être du droit au logement. Et de si c'est 60 pays qui violent le droit au logement, donc on met 60. Donc, et après, on cherche encore, peut-être on met 50, et après, peut-être ça fait 224. Donc, ce n'est pas 1, 2, 3 jusqu'à 224 recommandations. Non, ce n'est pas compté. Ce n'est pas que le Togo a jusqu'à. Ça peut être l'addition de 3 éléments. Oui, l'addition de 3 éléments, peut-être l'addition de 4 éléments. Donc, c'est ça. Le comptage est très important dans le système des Nations Unies, au niveau du comité des droits de l'homme des Nations Unies. Donc, c'est aussi un élément important. Donc, bon, ce qu'on. Quoi qu'on puisse dire, ou ce que les Togolais ont l'habitude de mentionner, c'est souvent les droits qui ont trait à la politique et autres. Mais moi, je voudrais beaucoup plus insister sur les droits sociaux. Parce que si vous voyez un peu la déstabilisation de l'Afrique et tout ça, c'est les droits sociaux qui malmènent un peu. Les droits sociaux, parce que quand on parle de la lutte contre la corruption et tout ça, quand on parle du droit au logement, le droit à la santé, quand on parle même de la vie chère, de la manière dont les choses sont chères, les Togolais, peut-être qu'ils arrivent à manger ou à s'assurer 2, 3 repas par jour. C'est des droits fondamentaux aussi. C'est des éléments qui font partie des droits fondamentaux. Et quand on néglige ces droits fondamentaux, donc ça peut amener à la déstabilisation, à une situation beaucoup plus ingérable pour les dirigeants. Donc moi, je voudrais beaucoup plus qu'on insiste sur ces droits sociaux-là. Est-ce qu'aujourd'hui, au Togo, la vie chère, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises? Est-ce qu'il y a une politique qui est prise par rapport à la vie chère? Est-ce qu'il y a toutes les dispositions est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que l'argent circule, pour que tout le monde puisse... Ça c'est tellement important parce que quand on parle d'égalité de chance, quand on parle d'égalité de chance, quand on parle du droit à l'alimentation, tout le monde y a droit. Les Occidentaux ont réglé un problème qui est important. Un problème, c'est-à-dire la pauvreté, ça existe partout dans le monde. Mais la faim, quand vous allez en France, quand vous allez dans les pays occidentaux, la faim, c'est rarissime qu'on entende parler de la faim parce qu'on permet à tout le monde d'avoir au moins le minimum. Moi, je voudrais qu'on insiste beaucoup plus sur ces droits, les droits sociaux. Si on arrive à régler ces problèmes-là, je pense qu'on arriverait à une nouvelle dimension de la vie publique de notre pays. Alors, avec vous, Justin Anani, on va parler des droits de la femme parce que c'est mentionné. Droits de la femme et droits des enfants. Non, au-delà de tout ce que nous disons par rapport à cet examen périodique universel, c'est une volonté des dirigeants du Togo qui ont accepté de se prêter à cet exercice-là. Parce qu'à un moment donné, le Togo a été suspendu, accusé pratiquement de tout ce qui est violation de ces droits-là. À un moment donné, on s'est dit, voilà, donc on fait des efforts. Si vous voulez, nous allons passer devant vous, vous allez nous examiner. Et je pense que c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est le 3e passage du Togo. Et cet exercice-là qui se passe pratiquement tous les 4 ans n'oblige pas le Togo forcément à y aller. Mais c'est une question de volonté. Maintenant, aujourd'hui, quels sont les domaines dans lesquels les efforts ont été faits?
peut-être qu'on peut les observer, même si c'est insignifiant, on peut les observer. La place qu'occupent aujourd'hui les femmes dans la gestion du pays, à comparer avec les années antérieures, on peut noter qu'il y a eu évolution, quoi qu'on dise. Maintenant, pour ce qui concerne les nouveaux-nés ou la naissance, l'adolescence et tout, quand vous analysez également, vous comparez, il y a quand même eu des efforts qui ont été faits. Ça, il ne faut pas quand même se leurrer. Maintenant, par rapport à d'autres droits qui, en réalité, qui sont des droits inaliénables, je pense qu'il revient également aux dirigeants de dire, mais dans quel domaine, qu'est-ce qu'on peut apporter? Même si la vie est chère aujourd'hui partout dans le monde, qu'est-ce que nous avons comme des apports? Qu'est-ce que nous avons comme des ressources? Qu'est-ce que nous avons comme les moyens pour sortir la population de cette situation-là aujourd'hui? Et tout ça, lorsque moi j'analyse, je dis que c'est une question de volonté politique. Et ça également, ça ajoute à ceux-là qui sont des acteurs politiques qu'on a arrêtés, qu'on a mis aujourd'hui dans les géoles pour leur opinion, parce qu'ils sont des acteurs politiques ou parce qu'ils sont dans l'opinion, ils ont exprimé telle volonté, ils sont arrêtés. Je pense que lorsqu'il y a volonté politique, on peut les faire sortir de là pour dire, nous sommes dans une nation, nous dirigeons, nous acceptons les critiques, mais que ces critiques-là se fassent quand même dans le respect mutuel pour qu'on puisse quand même apporter. Ça me donne l'opportunité également pour ouvrir la brèche pour dire, mais Christian Kaboré est beau être critiqué n'importe comment, mais il n'a jamais arrêté un journaliste. Il n'a jamais déposé un journaliste en prison, ni un acteur politique en prison. Donc, je pense que ce sont là des bonnes pratiques qu'on peut également copier et ramener chez nous. Maintenant, pour ce qui concerne le débat de la vie politique, ça peut s'animer. Et c'est là où moi j'accuse les universitaires. Tu peux faire partie du parti au pouvoir unir, mais quand tu es intello, tu es universitaire, les universités dans un pays provoquent le débat sur un sujet donné. Et ça, lorsque le débat est alimenté, ça permet également au gouvernement de voir dans quelle orientation mener le pays. Ça, on le fait parce qu'on est dans tel pays, on ne veut pas parler, parce que quand on parle, ce que je gagne de l'autre côté, ça va tomber, et puis je serai, je ne sais pas quoi. Je pense que c'est fuite en avant. Donc, je fais... C'est pas ramasser pour dire tout simplement que c'est une question de volonté politique. Parce que quand les gens crient sur les Togo, le Togo est passé, il fait ceci, on pense que non. Tout ce qui s'est passé là, c'est parce que c'est tout le Togo même qui est allé et qui est allé exercer, qui est allé présenter une situation donnée. Et je rappelle également au passage que ce n'est pas contraignant. Tout ce qui a été demandé, que les recommandations parlent là-dessus, combien je ne sais pas quoi, ce n'est pas contraignant. Le Togo peut le faire ou ne pas le faire. Parce que la preuve en est qu'une fois le Togo est parti là-bas, est revenu avec des recommandations. Est-ce que tout a été mis en œuvre? La question est là. Je ramène également politiquement pour dire que le 14 avril 2004, le Togo a pris les 22 engagements devant l'Union européenne. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut faire l'addition et voir sur les volets quelle est la chose qui n'a pas été respectée aujourd'hui? Donc c'est autant d'éléments qui est là. Et quand on parle de ce qu'on appelle examen périodique universel, surtout des droits de l'homme, et je rappelle également qu'au passage que les droits de l'homme ne concernent pas seulement les gouvernants, il y a aussi des gens qui sont dans la société qui violent les jeunes filles. Ça aussi, c'est la violation de leurs droits. Ceux-là qui refusent de donner à manger à leurs femmes, à la maison également, c'est également la violation de leurs droits. Donc, c'est autant d'éléments. Si nous voulons que ça marche, que le Togo, pour qu'on puisse sortir de cette situation, on va sortir. Mais s'il faut qu'on en reste parce qu'il y a une volonté qui est là, on ne veut pas évoluer, je pense que le premier mot, le dernier mot également revient au gouvernement. Alors, Eric Johnson, comme Justin l'a dit, une volonté politique affichée, félicitations donc, mais au même moment, on peut se prêter à l'exercice pour montrer que quelque chose est fait, alors que ce n'est pas aussi fait. Non, je crois que Justin a commencé un truc très important, c'est la pédagogie. Parce que quand tu es dans l'opinion, tout ce que tu entends, c'est que voilà, c'est notre pays seul qui viole les droits de l'homme et c'est lui seul qu'on convoque aux Nations Unies pour présenter la situation. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je dis la pédagogie, elle est très importante. Expliquer ce que c'est que l'examen périodique universel et dire comment ça se passe et pourquoi et à la fin, qu'est-ce qui se passe. Moi, c'est vrai qu'on a eu le temps d'en parler, mais allez-y. Voilà, non, je peux pas faire tout ça là maintenant. Est-ce qu'on a assez de temps? Vous pouvez brosser ça. Ok, d'accord. Mais je vais commencer par la partie contraignante de la chose. Vous savez, quand vous passez l'examen périodique universel, lorsque vous avez de bons points, c'est-à-dire que vous avez réussi à suivre les recommandations jusqu'à un certain seuil, cela permet quand même au pays
d'obtenir des subventions de beaucoup d'organisations qui sont liées aux Nations Unies. Ça veut dire que c'est des ouvertures pour vous, parce que là, les gens qui viennent vers vous se disent « Ah, c'est un pays qui respecte les droits de l'homme ». Et on cherche à voir surtout dans quel domaine des droits de l'homme le pays a encore des problèmes. Et est-ce qu'on peut l'aider? Vous savez par exemple que au dernier examen en 2016, il avait été recommandé la construction d'une nouvelle prison à Lomé. Mais on est confronté à un souci de moyens. Si aujourd'hui, après le passage du Togo, parce que pour le moment, ce ne sont que des recommandations, il faut que le Togo fasse une étude de ces recommandations-là et réponde à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Et donc, parce qu'il y a des recommandations qui peuvent être acceptées, d'autres qui peuvent être rejetées et d'autres qui peuvent être notées. Voilà la situation. Et donc, si on remarque qu'il y a beaucoup de droits qui sont respectés, et surtout dans le domaine du respect des droits des prisonniers, alors on peut avoir des institutions onusiennes qui peuvent nous aider à construire notre prison. Et là, c'est un travail qui doit se faire avec les organisations de la société civile. Et très souvent, parce que, vous savez, à l'examen périodique universel, c'est les 193 États des Nations Unies, depuis 2006 jusqu'en 2011, tous les États, les 193 États sont passés. Et donc, c'est la troisième phase aujourd'hui. Et donc, chaque État arrive avec son rapport. Mais le rapport est envoyé à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies 10 jours avant le passage à Genève. La Commission elle-même, elle mène ses enquêtes sur le terrain et elle reçoit également des rapports de la société civile, c'est-à-dire toutes les organisations qui s'impliquent dans la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et donc, c'est quand on finit cette étape-là que le pays vient faire son rapport et on lui donne 3 heures à 5 heures de temps avec des questions-réponses, parce qu'il y a un collège d'États, ils sont au total 64 États, avec 3 pays qui constituent ce qu'ils appellent là-bas la Troïka, c'est-à-dire pour le Togo la dernière fois, mais c'est quand même curieux que l'Ukraine, les Émirats Arabes Unis et l'Érythrée. Vous imaginez ces pays-là qui constituent la Troïka pour le Togo. Or, dans ces pays-là, vous savez ce qui se passe avec les droits de l'homme. C'est des pays instables et donc violation flagrante des droits de l'homme. Et donc, elle est plus gênée par la Russie. Ok. Et donc, pendant les 3 heures à 5 heures de temps, tout le monde pose des questions et les représentants des pays répondent. Parce que des enquêtes ont été menées en amont, ça permet aux ambassadeurs de savoir si réellement ce que vous dites, ce que eux ils ont constaté, les rapports qu'ils ont reçus, vous savez, ils font un travail très scientifique. Parce que déjà on vous demande sur le plan des droits de la femme, quel est le contact que nous pouvons avoir dans votre pays? Vous donnez le contact et passe autrement, ils cherchent encore d'autres contacts parce qu'ils se disent que si vous nous envoyez vers ces personnes ressources, c'est parce que vous savez que les réponses qu'on aura, c'est les réponses que vous allez nous donner. Et donc, c'est un travail qui est fait scientifiquement et donc tout ce qui se dit là-bas est contrôlé. Et par conséquent, vous finissez tout ça, on se réunit, on vous fait des recommandations. Quelques jours après, vous revenez,
ici, le Togo doit y retourner, je crois, au mois d'avril, pour présenter quand même oui, sa réponse. Et là, on aura une conclusion de cet examen que le Togo a passé. Alors, oui, Efirma, vous aviez voulu ajouter quelque chose? Non, je voulais juste ajouter quelque chose. 4 minutes. Oui, 4 minutes. Bon, je voulais juste ajouter quelque chose. Il ne faut pas finir les 4 minutes. Non, je ne vais pas les finir. Comptez sur moi. Non, au fait, il faut reconnaître que ce que les autorités togolaises cherchent aujourd'hui, c'est des moyens pour développer le pays. Parce qu'ils ont engagé déjà le pays sur un certain nombre de chantiers, dont ils ont besoin de moyens. Et donc, c'est normal qu'ils cherchent à passer cet examen pour avoir plus de visibilité, plus de rayonnement, et là, par conséquent, avoir plus d'investisseurs pour pouvoir développer le pays. Donc, c'est pour cela que le Togo s'évertue à faire... Et donc, sur ce point, c'est une démarche à féliciter parce que personne n'oblige le Togo à aller, et le Togo, il va et s'assume. Ça, c'est déjà quelque chose, c'est un point important. Et quand vous allez là, tout le monde parle de vous, il y a des médias internationaux et tout ça, ceux-là qui ne vous connaissaient pas, vous connaissent, là, vous découvrent votre pays. Le tourisme gagne, un certain nombre de points vont en faveur du Togo. C'est déjà un élément important. Mais il faut reconnaître, moi je vais toujours insister sur les droits sociaux. Bien sûr, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Tout ça, c'est bien sûr, depuis 2005, le Togo fait assez d'efforts sur un certain nombre de chantiers, mais les droits sociaux, il ne faut pas les négliger. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays si la population n'arrive pas à s'assurer 3 repas par jour. Si la population n'arrive toujours pas à jouir pleinement de son droit à la santé. Si la population n'arrive toujours pas à jouir de son droit à l'alimentation. Donc, bien sûr, il y a... oui, non, moi, je ne parlerai pas de la corruption partout parce que même sur ce terrain, il y a des mécanismes aujourd'hui qui sont mis en place pour lutter contre la corruption. Sont-ils efficaces? Sont-ils efficaces? Non, moi, je dis déjà parce que Justin n'en parle de volonté. Le fait de mettre en place ces mécanismes-là déjà dénote déjà d'une certaine volonté. Donc, on va juste prier ou on va demander assez d'efforts de la part des gouvernants pour que ces mécanismes soient vraiment efficaces et que ça puisse aider le pays à véritablement lutter contre la corruption. Parce qu'au-delà de tout, nous voudrions, surtout avec mon centre, nous battons pour que le Togo ait une bonne image sur le plan international, pour que le Togo rayonne de par le monde. De par le monde. C'est tellement important pour nous, surtout au niveau de notre centre de recherche et de géopolitique. Politique internationale. Oui, Justin Anani. Non, seulement sur la base du constat fait. Parce que je regrette aujourd'hui que après 2 passages devant ce Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme, on constate aujourd'hui que dans nos prisons, il y a encore des détenus politiques. Et ça peut ramener à parler de la régression, du recul un peu. Après 2 passages, je regrette que la liberté d'expression est en difficulté, la liberté de presse aujourd'hui dans le pays est en difficulté. Maintenant, pour le reste, ce qui concerne les droits socio-économiques, le constat est là que c'est pas la rose. Maintenant, si tant est qu'on a cette volonté d'aller passer cet examen, je pense qu'on doit également penser en amont que très rapidement on doit trouver des solutions. Parce qu'en réalité, on ne doit plus parler de détenus politiques aujourd'hui au Togo. Autant d'hier, moi je me rappelle dans les années 2000-2002, les Henri Olympie ont été arrêtés. Vous pensez qu'il y a des détenus politiques? Il y a des détenus politiques aujourd'hui. Un leader de parti politique est en prison aujourd'hui. Dimon Auré est en prison aujourd'hui. Paul Missiak Beto est en prison aujourd'hui. L'activiste politique Jean-Paul Omolou est en prison aujourd'hui. Entre-temps, nos confrères ont eu des soucis, ils ont été déposés à la prison, ils ont passé des jours avant d'être libérés. Donc à l'oreille de cette nouvelle année. Donc ça, ce sont des faits réels qu'on ne peut pas détourner. Maintenant, si on fait des efforts, quand on fait des efforts de façon substantielle dans ce domaine-là, mais ne pas manger là, on peut voir ça parce que ça fait partie des droits socio-économiques. Donc c'est là où moi j'invite les dirigeants, les politiques, pour dire qu'au-delà des différends, essayons de ne pas mettre les acteurs politiques, les journalistes en prison. J'en ai conclu. Merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir de vous avoir.
Justin Anani, journaliste, directeur de publication de Togo Vision. C'est avec un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Très prochainement également. Merci à vous également. Alain et Eric Johnson, qu'on retrouve finalement. Eric, merci. Merci à vous. Merci à vous. Et puis Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique, il est également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Firmin Tekouagbo, merci. Merci chez Michel Takwa. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à vous. On se retrouve la prochaine fois. Nos programmes se poursuivent.